le livre de Jacques, Sans armes face à Hitler, a défini ce concept de résistance civile, qui avait été décrit, mais qui n'avait pas été conceptualisé. On était obsédé par la résistance militaire, par les armes, par les services de renseignement, mais pas par ces individus, souvent d'ailleurs isolés, ou par qui travaillaient dans des petits réseaux tout à fait informels, c'est très important, pas des réseaux structurés, mais qui, dans la pire nuit de l'histoire européenne, ont gardé l'esprit, en fait, ont gardé leur, euh, leur esprit libre contre la dictature, le totalitarisme. Euh, Aujourd'hui, on voit que ce concept de résistance civile est très opératoire. On le voit dans le monde entier. Alors, il y a des résistances contre les dictatures, des résistances contre l'ordre néolibéral qui est de plus en plus contesté. Donc, cet ordre néolibéral de profit absolu, de marchandisation des individus et de captation des richesses par un petit groupe. Et il suffit d'ouvrir les journaux aujourd'hui, enfin, du Liban au Chili, de Hong Kong au pays d'Afrique, on a cette résistance civile euh, qui est d'ailleurs assez universaliste en fait. Ce ne sont pas des résistances partisanes, ce sont des résistances qui se développent en dehors des partis politiques, voire des idéologies. Au Liban, c'est très intéressant ce qui se passe. Alors le concept défini par Jacques pour la Deuxième Guerre mondiale en Europe, surtout en Europe de l'Ouest, sur lequel Jacques a écrit le plus, est très opératoire. Il fonctionne bien aujourd'hui. Hein. On voit que ça marche. Alors, naturellement, qu'est-ce que ces résistances civiles peuvent obtenir? Ça dépend des régimes, ça dépend des circonstances politiques. Euh, les Gilets jaunes en France ont obtenu beaucoup, mais enfin, les circonstances étaient différentes de la Syrie d'Assad, qui la pire dictature, et ces résistances civiles, puis armées, n'ont pas réussi à détruire la dictature. Mouvement très intéressant, c'est quand même ce qui s'est passé en 89, c'est-à-dire les populations civiles qui ont secoué le joug des dictatures communistes, qui étaient des dictatures terribles, hein, on l'oublie, qui étaient qui étaient en place en 89. À la veille de novembre 89, tout le système fonctionnait. Enfin, on ne pouvait pas ouvrir la bouche sans être contrôlé par la Stasi ou la Securitate. Alors, le concept est très opératoire. Ce qu'il peut révéler pour l'avenir, naturellement, on ne peut pas le dire. Nous, les historiens, travaillons sur le passé. Déjà, travailler sur le présent, nous sommes assez embarrassés. Voilà. Mais le livre mérite d'être relu à la lumière des événements actuels, des printemps arabes, par exemple. Alors, les travaux de Jacques Semelin, je les ai lus. Pour une partie des travaux les plus récents, j'ai non pas contribué, mais enfin j'ai accompagné un petit peu modestement Jacques. On a beaucoup parlé de ses recherches. Et je dois dire que ça a influencé mon propre travail. Alors qu'est-ce que ça a influencé, dans quel sens? Le plus simplement, c'est d'abord le concept de génocide que j'enseigne à mes étudiants, que j'utilise dans mes travaux. Et ce concept de génocide, Jacques nous a appris à le lire avec beaucoup de prudence. Il nous a appris à le déconstruire et il nous a appris à lire les abus de l'utilisation du terme génocide. Et ça, pour moi, c'est absolument important. Alors, je vais donner l'exemple le plus simple. J'ai développé un grand projet de recherche en commun avec toute une équipe sur le traitement des restes humains dans la violence de masse et les génocides. Et simplement, parce que j'avais lu Jacques, au lieu d'appeler ça les corps dans les génocides, j'ai appelé ce projet les corps dans la violence de masse et les génocides, pour éviter d'être confondu par les problèmes de définition du génocide. Donc ça, c'est déjà un apport majeur du travail de Jacques. Ensuite, Jacques a contribué
avec d'autres, mais enfin il a été un acteur majeur à la constitution du champ de recherche, qui est assez récent, du champ de recherche des études sur les génocides, les Genocide Studies. Quelque chose qui s'est développé après les études sur l'Holocauste, sur la Shoah. C'est développé au moins 30 ans après. Et cette approche, qui est une approche comparative et pluridisciplinaire, c'est-à-dire pas seulement des historiens qui parlent, mais des sociologues, des anthropologues, des politologues, etc., etc. Tout cela détermine un cadre assez large dans lequel se développent mes propres travaux. Donc je suis redevable, comme d'autres, aux travaux de Jacques Semelin. Alors, le dernier livre de Jacques, en tout cas historique, pas autobiographique, porte sur la grande question historique de la Shoah en France et pourquoi 75% des Juifs de France ont survécu, y compris mes propres grands-parents et parents. Donc c'est une histoire pour moi très, très personnelle et c'est un sujet très, 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 très douloureux, enfin qui touche, comme dans tous les pays qui traitent de la mémoire de la Shoah, qui touche à l'identité nationale même. On le voit de plus en plus lors des débats dans la sphère politique. Et Jacques, là encore, apporte une contribution importante, à mon avis pas définitive, mais il a le courage, c'est quelqu'un de courageux, de réouvrir ce débat. On a Vichy, le régime collaborationniste, le régime antisémite, celui qui trahit les idéaux de la Révolution française et de l'émancipation des Juifs. Et pourtant, on n'a que, entre guillemets, un quart, 25% des Juifs de France qui sont déportés et assassinés dans les chambres à gaz de Birkenau et de Sobibor. Alors Jacques, là encore, il y a une continuité dans son travail. Il décrit une petite aide, ces petits gestes. Alors ça, c'est très important, ces petits gestes des Français. C'est pas des grands héros qui vont risquer leur vie pour faire passer des Juifs en Suisse, etc. Mais c'est simplement l'accueil. Les Juifs arrivent, démunis, ils n'ont rien, et ils s'éparpillent dans les petits villages de la France profonde, souvent des villages un peu dépeuplés, partout en France. Ils arrivent, et les Français, voilà, les paysans, les Français, je dirais, simples, anonymes, vont les accueillir. Alors, est-ce que c'est héroïque? Non, mais simplement, ils ne vont pas les rejeter. Ils vont les intégrer. C'est l'histoire de ma propre famille qui arrive en Savoie. Ils sont là dans les villages sous un faux nom. Tout le monde sait qu'ils sont juifs d'ailleurs, à mon avis. Bon. Et d'ailleurs, Jacques, dans son livre, a écrit un chapitre sur l'histoire de ma famille. Je lui ai apporté les documents que j'avais, le témoignage de mon père. J'étais très heureux de ça, les photos de famille. On en a beaucoup parlé sur ce qui, moi, me semblait une non-histoire, puisqu'il ne s'est rien passé. Personne n'est mort, personne n'a été assassiné. Mais Jacques a su le lire pour dire non, c'est de l'histoire aussi. Comme il a su réintégrer le sort des 75% des Juifs non déportés dans l'histoire de la Shoah en France. Après, il y a des débats historiographiques très très compliqués auxquels Jacques s'est confronté aussi, de savoir, ça ne suffit pas, hein, ces petits gestes. Il y a aussi le régime politique, il y a toute une intégration de différents niveaux de lecture historiographique que Jacques a tenté de faire dans son livre. Et là encore, le livre est important, il a été bien reçu et il a surtout réouvert un débat important sur la Shoah en France. Alors le handicap de Jacques, le fait qu'il soit devenu aveugle, est-ce qu'on peut le relier à son travail universitaire, son travail de recherche? Alors d'abord, c'est à lui de répondre, hein, et il l'a fait, il a répondu dans plusieurs livres. Je dirais que ça serait une erreur de lire entièrement les travaux de recherche de Jacques à travers sa vie personnelle. Et d'ailleurs, lui-même ne le fait pas. Là où quand même il en parle bien volontiers, c'est le rapport à l'image. Et il dit très bien qu'il a vu encore les images de l'horreur, il a vu Auschwitz avant de perdre complètement la vue.
Et ça l'a déterminé. Et le fait qu'il ait en mémoire ces images sans qu'il puisse les voir maintenant, peut-être a déterminé le fait qu'il a été capable d'ouvrir ses champs de recherche. Je dirais aussi, alors c'est très ça pour le connaître personnellement, avoir voyagé avec lui à beaucoup de colloques dans plusieurs pays, Jacques a une géographie dans la tête. Il apporte une approche géographique, une approche de l'espace qui est très particulière et que d'autres historiens, sociologues, politologues n'ont pas. C'est assez curieux. Euh, c'est très étonnant de voir comme il se dirige dans l'espace. Enfin, moi, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. C'est lui qui me guide. Quand on se promène dans Paris ou je sais pas, on était à Bordeaux ensemble, c'est lui qui me guide. Ah, c'est à droite, à gauche. Bon, alors il y a un rapport à l'espace qui est très intéressant et qui finalement permet d'expliquer, par exemple, son dernier livre sur cette géographie des sauvetages, sur les passages. Et là, il y aurait quelque chose d'intéressant à creuser, mais il faudrait lui poser la question. Voilà.